Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première masterclass de l'année en compagnie de Monsieur Cole. Oui, bonjour à tous, effectivement. Donc aujourd'hui on va essentiellement parler du streaming et de l'économie des médias actuels. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et faire un petit récap de votre carrière, de ce que vous avez fait ? Bon, on va faire ça rapidement. Donc, je m'appelle Philippe Cole, je suis scénariste et réalisateur. J'ai ouvert ma propre boîte de production en 1999, qui n'a pas fait long feu, elle a duré 3 ans. Elle s'appelait 24-35 Productions, pour 24 images secondes, 35 mm. Le digital est arrivé, donc elle a fini assez rapidement. Et en 2004, j'ai ouvert ma boîte actuelle qui s'appelle Anima Studio Productions et qui est un studio de narration multimédia, polymédia même. En parallèle, j'enseigne à l'ESRA, donc l'économie des médias et les nouveaux supports, nouveaux médias. Ok, super. Bon, du coup, on va commencer par le sujet principal, c'est-à-dire la dématérialisation. Du coup, si vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire et ce que ça a impliqué, ce que ça a changé sur notre manière de consommer, notre manière de produire les nouveaux médias en audiovisuel. Alors, la dématérialisation, ça a été la bombe atomique de ce début de siècle et de millénaire, hein, puisque non seulement ça a changé profondément nos matières de consommer des flux vidéo et audio, ça on s'en rend compte en tant qu'utilisateur dans notre quotidien, hein, plus de cassettes VHS, plus de DVD à pirater, plus de Blu-ray avec 3 CD de bonus, hein, mais aussi dans la production même de ces œuvres. Nous n'avons plus les mêmes œuvres depuis que la dématérialisation s'est fortement ancrée dans nos habitudes et dans le paysage de nos industries. Pourquoi ? Avant, ce qui donnait la valeur d'une œuvre, c'était son coût de duplication. Un DVD, je le duplique, ça me coûte en tant qu'industriel 5 €. En tant que producteur, il me le revend le double, ça fait 10 €. Je le revends à la Fnac à 20 € et la Fnac vous le revend à 40 €. Et donc ça a une valeur de base. La dématérialisation a supprimé la valeur de la duplication. On fait CTRL D ou pomme D et on a le même bien dupliqué à l'identique, sans perte de qualité et sans coût. Et donc si ça n'a pas de coût, ça n'a pas de valeur. Alors effectivement, ça a commencé à poser de gros problèmes, parce que quand vous êtes producteur, que ça soit d'un album de musique ou d'un film, vous avez investi de l'argent. Et cet argent, d'abord, vous voulez le récupérer, ce qui est assez légitime. Et puis en plus, comme c'est votre métier, eh ben, vous aimeriez en vivre, donc dégager de la marge. Et cette marge, justement, elle était générée par l'achat de biens physiques. Les biens physiques disparaissent, la marge fond comme neige au soleil. Donc moins de marge, moins de possibilités de se refaire. Donc pour diminuer le risque, on diminue aussi les budgets. Et on va comme ça entamer une spirale où on a de plus en plus de gens qui consomment, mais de moins en moins de revenus générés. Et on a en plus une pression de la demande qui se fait de plus en plus forte. On pourra en parler par exemple avec les exclusivités que font les plateformes comme Disney+, Netflix et tout ça. Donc qui deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus exigeantes. Et de notre côté, on sait qu'on va vendre moins. Donc forcément, on se retrouve face à une équation qui est assez difficile à résoudre pour à peu près n'importe quel producteur au monde, à part les 10 ou 15 majors que l'on connaît, qui ont aussi des difficultés, mais à un niveau nettement moindre et comment dirais-je, plus facile à gérer au quotidien. Et du coup, bon, déjà j'imagine que vous parlez depuis tout à l'heure de films, tout ça, mais c'est valable aussi avec la musique. Totalement. Et du coup, est-ce que vous pouvez aussi nous raconter un petit peu l'histoire des plateformes de streaming que sont Netflix, Spotify, Disney+, tout ça? Est-ce qu'elles ont, déjà à la base, comment elles se sont créées, tout ça? Est-ce qu'elles ont apporté de nos jours? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que dans le futur, est-ce que ça va changer aussi pour nous? Alors, c'est l'une des révolutions, l'un des plus grands chamboulements que l'on a connu dans nos industries. Alors quand je dis nos industries, c'est effectivement film, musique, mais également livres et prochainement, c'est déjà en cours, les jeux vidéo.
on a vu apparaître des plateformes qui proposent l'accès à un catalogue d'œuvres. Et contre un abonnement mensuel, sans engagement, vous avez un accès illimité à ce catalogue d'œuvres qui, lui, par contre, est fini. Il y a 100 000, 200 000 œuvres, mais vous pouvez, si vous avez envie de voir une série 15 fois de suite, vous pouvez le faire de manière illimitée. Ou si vous voulez écouter l'album de votre dernier artiste en boucle H24, vous pouvez le faire de manière illimitée. C'est en ça que la consommation est illimitée. Donc ces plateformes, c'est de la SVOD. En opposition à la VOD toute simple, qui, elle, était la consommation à l'acte, c'est-à-dire louer une œuvre de manière dématérialisée. Ça a été, comme je disais, le plus grand chamboulement, mais sans doute le plus grand mal, le plus grand coup porté à nos industries. En tant que consommateur, c'est génial. Vous payez 10 balles, 13 balles, 15 balles, vous avez un accès limité à un catalogue de films. C'est en parallèle extrêmement destructeur de valeur. On va prendre des chiffres ronds, il ne faut pas se casser la tête. On va dire que vous payez votre abonnement à une plateforme de SVOD 10 €. Et vous avez accès à 100 000 titres. Mathématiquement, la valeur d'un titre, elle vient de chuter à 0,00001 €. C'est-à-dire à rien. Et donc, on en arrive très rapidement au téléchargement illégal. Puis-je voler quelque chose qui ne coûte rien ? Pourquoi j'enchaîne là-dessus ? Parce que quand il n'y avait qu'un seul acteur qui est arrivé sur le marché de la SVOD, Netflix. Netflix avait face à lui un marché en pleine croissance dont il avait 100%, puisque c'était le seul service. Amazon est arrivé. Alors Amazon, ça n'a pas été un véritable concurrent, parce que Amazon Prime, vous y avez automatiquement accès du moment que vous prenez donc l'abonnement Amazon Prime. Et Amazon Prime, c'est surtout pour vous faire livrer les produits vendus sur le site d'Amazon en 24 heures. Donc avec cet avantage, Amazon vous fourguez l'accès à son service vidéo. Donc pensez que tous ceux qui ont un abonnement Amazon Prime regardent Amazon Prime Vidéo, c'était un raccourci, on s'est très vite rendu compte que c'était faux. Donc c'était pas un véritable concurrent, il était là sans plus. Apple TV est arrivé. Alors, Apple TV, c'est un service qui propose des séries plutôt de qualité, qui est bien moins cher que Netflix, il est à 6 € actuellement, si mes souvenirs sont bons. Et surtout, il est offert pendant un an à tout client Apple. Vous achetez un ordinateur, un iMac, un iBook, un iPhone, un iPad, vous avez accès gratuitement pendant un an. Depuis que le service est sorti. Ah merde, ok d'accord. Alors si vous n'avez encore pas fait... Du coup j'ai perdu mon abonnement Apple TV. Ah, c'est ballot, c'est dommage. Mais depuis qu'ils ont sorti, ils ont cette manière de fonctionner. Donc là on commençait à avoir un concurrent à Netflix, mais c'est vrai que si on compare le catalogue Apple au catalogue Netflix, en termes de poids, Netflix est nettement devant. Et puis est arrivé Disney+. Là, Netflix a eu son premier gros, énorme concurrent qui a commencé à marcher sur ses plates-bandes. Mais actuellement, Amazon n'est toujours pas un concurrent pour Netflix ? Parce que quand même, de plus en plus, Amazon prend du terrain. Alors, quand j'entends la dernière déclaration de Jeff Bezos au sujet des anneaux du pouvoir, je ne sais pas si vous l'avez entendu, donc Jeff Bezos a déclaré que, parce que le coût de la saison 1, c'est 500 millions $, auquel il faut rajouter 250 de droits. 250 millions de droits. Ce qui veut dire que la saison 1 des Anneaux du Pouvoir a coûté pas loin du milliard de dollars. Donc il s'est fait interroger en disant mais est-ce que c'est rentable, intéressant pour Amazon Prime Video de mettre autant d'argent ? Et Bezos a répondu une phrase extraordinaire, cynique ou non, je vous en laisse juge.
il a déclaré que à chaque Emmy Award que rapporterait la série, il vendrait plus de paires de chaussures sur son site. Chaque Emmy Award? Comment ça se fait? La pub, juste. Ah, parce que du coup, pour avoir Amazon Prime, il faut. Oui, en fait, c'est un produit d'appel. C'est un produit pour attirer dans la galaxie Amazon, mais que lui n'a jamais perdu de vue que son objectif, c'était vendre à travers son site Amazon. Et du coup, en gros, il s'en fout des séries, il s'en fout. Son premier objectif, c'est que les gens fassent des achats sur Amazon. C'est ça. Le site. C'est ça. Ok. Et donc, Ouais, on crée le nom d'Amazon comme étant un nom de référence, un nom synonyme de qualité. Et voilà, donc pour lui, les séries produites ou diffusées sur Amazon Prime sont des produits d'appel. Point. Donc, est-ce que c'est un véritable concurrent à Netflix ? Non. Non. Et là, il y a mon Siri qui a cru que je l'appelais qui s'est déclenché. Disney, par contre, oui, Disney est un véritable concurrent. D'abord, quand Disney a annoncé qu'ils allaient créer leur plateforme, quasiment 18 mois avant l'apparition de la plateforme, ils n'ont pas renouvelé toutes les séries dont ils avaient cédé les droits à Netflix, à savoir toutes les séries Marvel, qui sont sorties du catalogue Netflix les unes après les autres, et là, qui vont revenir sur le catalogue Disney+, avec Daredevil Reborn, je crois. Voilà. Hein, voilà. Donc, déjà, ça a été un coup porté à Netflix. Ensuite, Disney, c'est Pixar, c'est Lucasfilm. Lucasfilm, ouais, Marvel, du coup. C'est Marvel. Donc, c'est d'énormes licences. Et quand Netflix se retrouve en concurrence, ce qui a fait la différence avec les autres acteurs, c'était les exclusivités. Exclusivité Netflix, exclusivité Disney. Le problème, c'est que les exclusivités Disney, ça pèse lourd. Hein. Ouais, qu'on a Quand Star vous Wars avez et des tout, exclusivités des Star Wars qui sort, ça pèse lourd dans le game. Et il y a du niveau. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez avoir accès en tant que consommateur à toutes ces séries, vous devez prendre plusieurs abonnements. À 10 balles, 15 balles l'abonnement, ça commence à faire cher. Surtout quand HBO Plus va débarquer aussi en France. Le phénomène qui va se passer, on y assiste déjà, hein, c'est que vous allez peut-être avoir un abonnement à une plateforme et vous allez télécharger de manière illégale ce qui sort sur les plateformes que vous n'avez pas. Avec ce sentiment que de toute façon, vous ne volez pas, puisque, comme je vous l'ai expliqué, le bien la valeur d'un de ces films est réduit à rien du tout, est réduit à des 0,0000001 euro. On ne vole pas quelque chose qui n'a pas de valeur, d'accord ? Qui n'a aucun coût de duplication. Mais donc, ça a quand même une propriété. Ça a une propriété. J'ai dit que c'était pas du vol. Ok, ouais, d'accord. D'accord ? J'ai dit que du point de vue du consommateur, il n'a pas la sensation d'avoir volé une pomme. Quand il a faim, qu'il passe devant un étal et qu'il prend une pomme, il vole une pomme. Quand il télécharge un film illégalement, il n'est pas, à mon avis, conscient de tous les tenants et aboutissants et n'a pas la sensation d'avoir porté un préjudice sérieux à quelqu'un. D'accord ? Donc, ces plateformes, en proposant des offres super attractives et super intéressantes pour les consommateurs, je suis abonné moi-même à Netflix et à Amazon Prime, mais pour la raison que je vous citais avant, on est arrivé à Amazon Prime pour se faire livrer plus rapidement. Donc voilà. Mais donc en proposant ces offres qui sont extrêmement destructrices de valeur, eh ben, elles commencent à avoir un impact sur la production elle-même. Parce que Netflix se dit, ok, Netflix et Disney+, hein, se disent, ok, j'ai besoin d'exclusivité qui soit vraiment haut de gamme. Parce qu'en plus, j'ai habitué mon public à avoir des épisodes qui coûtent 15 millions, 20 millions, 40 millions de dollars l'épisode. Pour rappel, hein, un long métrage français cinéma, son budget moyen, c'est entre 5 et 6 millions. C'est-à-dire que là, il y a quoi de faire 4 films long métrage français traditionnels. Si après on va dans les blockbusters, on tombe entre 20 et 40 millions. C'est-à-dire qu'un épisode coûte le prix d'un blockbuster français. Okay. Il y en a 8 par saison.
Hein, on n'est pas du tout dans les mêmes sphères, quoi. Mais même Netflix ou Disney, étant donné que maintenant ils sont plusieurs à se partager ce marché et que ce marché croît de moins en moins, parce que depuis le temps, il arrive à saturation, quoi. Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la course à l'abonné touche à sa fin. Et donc maintenant, puisque ces abonnements sont sans engagement, le combat va être de ne pas perdre des abonnés, voire d'essayer d'en gratter chez l'autre. Ce qui veut dire que l'autre en perdrait. Alors, oui, il va falloir continuer à produire des exclusivités, mais est-ce qu'on va les produire toujours à un tel niveau, sachant que le gain d'abonnés va rester maintenant minime et que c'est plus une question de stagnation ? Ça m'étonnerait. Et puis, on va pas pouvoir rester avec 4 ou 5 gros services de streaming. Au bout d'un moment, certains se retireront soit du marché, soit alors ils seront absorbés par les survivants. Apple un jour dira tiens, je claque 5 milliards et je rachète Netflix, ou Disney se dirait j'ai pas encore acheté HBO si je le faisais. et voilà. Mais ces impacts-là ont des conséquences directes sur la manière dont on va fabriquer les films. Puis ça impacte les salles de cinéma. C'est quand vous pensez que pour le prix d'un abonnement mensuel, vous allez voir un film au cinéma, si vous le payez plein pot. Quand je vais au cinéma, c'est 14 € la place. Bon, 14 € la place, j'y vais pas tous les jours. Et je me dis, même chose, pourquoi payer 14 € quand, de toute manière, dans les quelques jours qui suivent, on va retrouver ce film en téléchargement. Téléchargement, ça a un problème, c'est que techniquement, c'est super simple. C'est à la portée de n'importe qui. Vous cliquez sur 2 liens, vous avalez 3 pubs, et vous téléchargez. Dans cette période de crise, où en plus on s'est rendu compte qu'on pouvait consommer des films sans aller en salle, on ne peut que voir un développement accéléré du téléchargement. Et quand je télécharge, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas de remontée de droits et de revenus vers le producteur. Le producteur a une perte, comme on le disait tout à l'heure, un manque à gagner, en tout cas dans le meilleur des cas. Et comme il ne se refait pas entièrement, la prochaine fois, il devra produire pour moi. Mais du coup, là, je m'écarte peut-être un peu du sujet. Vous disiez, le problème, c'est que du coup, ça a aussi un impact sur les salles. Mais aussi, j'ai vu par exemple que le prochain Black Panther, Disney boude de plus en plus la France et à cause de la chronologie. Bref. Comment dire ? J'ai envie de dire, certes, ça nous favorise pas à aller en salle, mais dans un autre côté aussi, le cinéma français fait que il ne pousse pas les gros studios à mettre des films en salle de plus en plus. Alors, la chronologie des médias, c'est un sujet qui est super intéressant parce qu'en fait, il est énormément biaisé. C'est un peu comme la redevance. C'est des sujets sur lesquels on entend beaucoup de choses, énormément surtout de contre-vérités. Pour reprendre une expression américaine et la franciser, Dieu bénisse la chronologie des médias. God bless chronology of media. Le but de la chronologie des médias, c'est de préserver l'exploitation salle. Parce que si vous savez qu'un film que vous devez aller voir va passer 3 mois après gratuitement à la télé, vous êtes tenté d'attendre 3 mois. Là, le fait que le film passera à la télé, mais plus tard, vous incite, si vous avez vraiment envie de le voir, à aller le voir en salle. En quoi c'est important ? Le cinéma français est largement subventionné par le CNC. Alors le CNC, j'ai plein de reproches à lui faire sur son mode de fonctionnement, mais sur son existence et sa raison d'être, c'est incontestable que sans lui, notre cinéma serait à hauteur du cinéma allemand actuellement. Moi, quand je dis ça, ça me fait pas rêver. Ouais, pas fou, on est bien d'accord. Et le CNC a sans doute le système de financement le plus intelligent qu'on ait jamais fait en France. À chaque fois que l'on vend une place de cinéma, 11% du prix de vente, hors taxe, remonte au CNC.
quel que soit le film que vous allez voir. Donc, si vous allez voir un blockbuster américain et que vous faites un succès de ce film-là, bien entendu, les producteurs américains seront ravis parce qu'ils feront un maximum d'argent, mais le CNC va pouvoir, avec cet argent aussi, soutenir un maximum de films français. Donc, c'est un cercle vertueux, c'est extrêmement bien pensé. Quand Disney dit, moi, la chronologie des médias, ça m'ennuie, pour rester poli. On pouvait y aller. Je me lâcherai sur le prochain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand un film est exploité en salle, l'argent qui remonte à Disney, c'est qu'une petite partie du prix de vente du billet. Il y a d'abord le distributeur local, le distributeur français. D'abord, il y a l'exploitant de salle. L'exploitant de salle qui, lui, va se prendre entre 40 et 50% du ticket à lui tout seul. Et puis ensuite, il y a le distributeur local. Le distributeur, donc ça va être le distributeur français, italien, espagnol, qui va se prendre son pourcentage. Puis il y a le distributeur international, celui qui a trouvé les distributeurs locaux, qui va se prendre son pourcentage. Et ce qui reste va enfin arriver dans la poche du producteur. Bon, sur un ticket à 10 €, il y a à peu près 2 €, 2,20 € qui arrivent à la poche du producteur. Quand par contre, Disney diffuse un film directement sur cette plateforme, il n'y a plus d'intermédiaire. Il prend tout. Donc, avec moins d'entrées, entre guillemets, si je peux m'expliquer comme ça, il gagne autant, voire plus. Donc Disney est très intéressé, comme d'ailleurs tous les producteurs, petits ou gros. D'ailleurs, ça, on se rejoint tous là-dessus. On est très intéressé par raccourcir le circuit, parce que comme on gagne moins d'argent de par la dématérialisation, comme on en a parlé tout à l'heure, on essaie de compenser en agrandissant la marge. Logique, bête, même si ça ne compense pas entièrement. Ça dépend des films encore, dans quelle catégorie, blockbuster ou non, mais ça compense, ça c'est un fait. Donc Disney se dit, mince, pourquoi je vais donner de l'argent à Mars Film, à Wildside, à des distributeurs français, si je peux me garder tout. Donc l'intérêt de Disney, c'est de récupérer son film le plus tôt possible, voire comme faisait HBO dans certains pays, faire la sortie salle en même temps que la sortie dématérialisée sur sa plateforme. Alors l'État français s'est un peu adapté à ça et a proposé une nouvelle chronologie des médias. Il a dit voilà, si les services de SVOD contribuent à hauteur d'un pourcentage de leur chiffre d'affaires à soutenir le cinéma français, donc à verser une redevance au CNC, alors ils ne sont plus obligés d'attendre 17 mois avant de diffuser un film sur la plateforme. Et plus vous y contribuez, plus le délai se raccourcit. Si vous regardez Canal+ et OCS, qui sont les deux plus gros fournisseurs de cinéma, financeurs de cinéma en France, eh ben, ils sont à 5 mois après la sortie salle. Donc un délai quand même relativement court. Netflix a joué un peu le jeu, et donc il est à 15 mois après la sortie salle. Disney a refusé de jouer le jeu. Donc Disney est à 17 mois. Là, ce qu'essaie de faire Disney, c'est un coup de pression en disant je prive les Français de Black Panther en salle, parce que bien sûr, ça sera disponible sur leur plateforme, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ne privent pas du film, ils ne vont pas mettre le film dans un carton, comme l'a fait Warner avec Batgirl. Mais ils essayent de faire pression en créant chez la population un sentiment de privation, en donnant comme motif, voyez, c'est votre État qui refuse la modernité et qui me contraint à ça. Remettons les pendules à l'heure. Disney essaye de peser de tout son poids de méga corporation pour avoir le beurre, l'argent du beurre, la vache et la laitière, et s'abstenir de toute obligation de participation au financement du cinéma français. Donc, la chronologie des médias, non seulement on peut remercier qu'elle existe, mais il faut à tout prix la maintenir. Parce qu'on ne la maintient pas, on va faire autant de films que le cinéma allemand. Préparez-vous à faire d'Eric. Mais aux États-Unis, il y a aussi cette chronologie ou pas ?
Alors, Parce que si... la chronologie des médias c'est est pas trop un en peu France. dans tous les pays, mais de manière différente. Aux États-Unis, elle est très 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 légère, voire même peut-être carrément ridicule. Mais les États-Unis, c'est pas la France. Les États-Unis, c'est un marché qui est égal à 8-9 fois la France. J'ai pas besoin d'une chronologie des s'en médias foutent, là-dessus. ouais. Je vais vous donner un exemple. J'ai trouvé les 2 pires bids américains au box-office américain. Ils ont fait 2 millions de spectateurs. Alors qu'en France, ouais, En France, France, 1 vous million, faites c'est 2 déjà un millions. gros succès. Enfin, déjà à 400 000, vous êtes un succès. D'accord ? Ce sont les 2 plus gros bids. Le marché est tellement énorme que on ne peut pas comparer, comment dirais-je, les chiffres, les résultats financiers des films exploités aux États-Unis sur leur territoire et d'un film français exploité en France sur son territoire, quoi. C'est juste parce que mécaniquement, il ne peut pas avoir la même carrière. Enfin, ouais, du coup, c'est pour ça que, comme aux États-Unis, le marché est plus gros, du coup, la redevance est plus petite. Oui, du coup, il y a peu d'intérêt. Pas la redevance que je dis, la chronologie, La pardon. chronologie, bien sûr, parce qu'il y a peu d'intérêt. Le marché est tellement énorme que même si vous avez juste une frange de niche ridicule qui se déplace pour voir le film, vous avez quand même de quoi faire de votre film quelque chose au moins de rentable. Donc voilà. Ok. Bon, du coup, on va continuer. Et du coup, maintenant, on a vu que Netflix allait commencer à changer à mettre en place un nouvel abonnement, ce qu'on appelle l'AVOD. Du coup, voilà, si vous pouvez nous dire un peu ce que c'est. Le A, c'est pour advertising, publicité. Donc, Netflix, ça, c'est un des trucs les plus surprenants, les plus hilarants, les plus ridicules de ces dernières semaines. Netflix a annoncé qu'ils allaient mettre d'ici la fin de l'année une formule où ils vont diminuer le coût de l'abonnement, il passera à 9 € à peu près au lieu de 13, contre des publicités en début et en milieu de programme. Donc vous regardez un épisode de votre série, vous avez une pub au début, ok, et puis au milieu vous avez une pub qui apparaît aussi pour une voiture, pour un ordinateur, pour une guitare, voilà. Netflix vient quand même de réinventer l'économie de TF1. Moi, ça me semble extraordinaire. Je veux dire, c'est un bond en arrière phénoménal. Au bout de 10 ans où on a évolué sur une offre qui permet de consommer des films contre un abonnement sans publicité, on se dit voilà, maintenant, on a compris que le procédé, ça tenait, mais peut-être pas tant que ça. Donc, on va retourner. Alors je sais que c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait les meilleures recettes, mais enfin quand même, on va retourner à l'ancien monde, on va retourner à ce qu'on a fait depuis, pas la naissance de la télévision, mais pas loin, depuis les années 70, 80 peut-être, ouais 80 plutôt, à savoir de la publicité en vendant, en louant l'audience qu'on aura. Et là, ça va quand même poser un sacré grand écart à résoudre pour Netflix. Netflix, pour eux, leur critère de succès ou non d'un programme, c'était le nombre d'abonnés que ce programme générait. Ils regardent dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent la mise en ligne du programme, l'augmentation d'abonnés. Si elle dépasse leur croissance courante, corrélée avec le nombre de vues du programme, eh ben c'est qu'effectivement le programme était demandé et a généré des abonnements. Là, sur la publicité, la mesure, c'est l'audience. Rien à voir avec le nombre d'abonnés, mais le nombre de personnes qui regardent. Ce sont 2 leviers différents, quasiment antinomiques. Et donc, est-ce que ça veut dire que maintenant, pour qu'un programme Netflix, une saison Netflix, par exemple, soit renouvelée, il faudra qu'elle performe en termes d'audience et d'abonnés générés? Si c'est le cas, on n'a pas fini de rigoler parce que c'est un sacré grand écart. Ouais, d'autant plus que vous avez dit que de plus en plus les plateformes vont juste stagner au niveau des abonnés. Donc c'est pour ça qu'ils font tous ces... Parce que beaucoup disent du coup que Netflix est mort en faisant ça parce que ça n'a aucun sens. Déjà l'augmentation des prix des abonnements c'était un peu
une décision un peu étrange. Et de plus, on a rajouté ça. Tout le monde se pose la question un peu de mais pourquoi ils prennent des décisions aussi connes, quoi. Alors, concernant l'augmentation du prix des abonnements, ça c'est une stratégie commerciale. Hein. C'est la stratégie qu'a développée Uber aussi. Hein. Au début, pour avoir le monopole, ces entreprises proposent un service quasiment à perte. Et une fois qu'elles se sont installées, si c'est en position de monopole, mais en position très dominante, ils commencent à réajuster le prix du service vers son prix réel. Donc quand on est un peu familiarisé avec ce type de stratégie, l'augmentation des prix du service de Netflix n'était pas une surprise, c'était même inévitable. En revanche, la décision de mettre des publicités contre une diminution du prix de l'abonnement, ça, comme je vous disais, c'est à la fois surprenant, risible, ridicule, démoralisant, et puis c'est un saut dans le passé de 15 ans, quoi. On a l'une des sociétés qui s'est posée comme un leader dans l'évolution des pratiques et de l'économie de nos industries, qui soudain redécouvre la publicité. Ouais, c'est vraiment un bon arrière. Redécouvre la formule de TF1. Mais surtout, comment Netflix aussi, parce que du coup vous avez dit qu'ils étaient à perte au début, mais au début ils étaient à perte et ils avaient tous les programmes de Disney. Maintenant ils ont perdu tant de programmes, que ce soit sur Disney, et même par exemple Amazon, ils ont repris plein de programmes à Netflix. Comment ça se fait qu'ils doivent quand même encore augmenter d'un euro leur abonnement alors qu'ils ont perdu énormément de programmes? Oui, parce qu'ils sont dans l'obligation pour arrêter cette hémorragie de proposer de nouvelles exclusivités qui attirent du monde ou qui, du moins, au minima, vous fidélisent. Donc, quand vous avez des séries comme la dernière saison de Stranger Things qui ont des épisodes d'1 heure, voire de 1h30 ou 1h03 sur les derniers, avec des effets spéciaux, alors en veux-tu, en voilà, il vous faut du budget. Et le budget, il n'y a pas de secret, c'est soit vous augmentez le nombre d'abonnés, soit vous augmentez le coût que vous leur faites payer. Ok. Du coup, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est moi, et puis on sera peut-être une saison 2 une prochaine fois. Une bonne saison 2. Ça va, Didier? J'ai une question pour vous. Vous avez regardé Zone Pouvoir? Oui, j'ai regardé le premier épisode. Une phrase pour résumer ce premier épisode, à votre avis? Ah, juste une. En une phrase, ils avaient de pouvoir. Je vais le faire alors même en presque un mot. Ok, c'est super. Bon, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. On se voit. Allez, plus sérieusement, c'est très beau, mais c'est écrit avec les pieds, quoi. C'est quand vous avez l'elfe qui vous dit 12 fois tu as tort Galadriel, je vais arrêter de te suivre. Tu as tort Galadriel, je vais arrêter de te suivre. Et au bout de la deuxième fois qu'il dit tu sais quoi, j'arrête de te suivre, tu dis dis-moi, mon compte est long, hein, ça fait 11 fois déjà que tu me dis que tu vas l'arrêter. Et c'est comme ça tout l'épisode 1, quoi. Vous verrez la suite, c'est peut-être un peu pareil, bref. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a même dit que le 1 était le plus dynamique pour l'instant. Ce qui m'a fait peur. Ouais, c'est vrai. Vu que j'ai failli m'endormir à un moment. Donc, franchement, fuck les Hobbits, quoi. Ouais, les Hobbits. La suite avec les Hobbits, c'est long, hein. Oh mon Dieu, quand je les ai vus arriver, les pieds velus. Les pieds velus, parce que d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de citer le mot Hobbit. Ils n'ont pas les droits de dire le mot Hobbit. Et ça me fait beaucoup rire. À 250 millions de dollars, t'as pas le droit de dire Hobbit quand même. Mais oui, en fait, c'est pas le bon contrat qu'ils ont eu. Mais non, mais c'est ridicule. Les Hobbits, ils ont failli me faire pleurer, mais de désespoir quand je les ai vus, quoi. Cette mise en scène avec ce montage digne d'un clip, quoi. Il y a Sauron ou la bataille, les dragons qui crachent le feu sur la scène de bataille. 2 dragons, un qui se crache, je vous défie de me les décrire. On les voit une demi-seconde, tourbillonnant dans tous les sens. Sauron qui arrive, qui est plus grand que tout le monde, vous dites waouh, vous n'avez pas le temps de terminer waouh, que déjà c'est notre plan, quoi. Faut faire 5 saisons, hein. Ils ont du temps. Hein. Ouais, ça doit être ça, mais bon. Ok, super, merci beaucoup. On se voit en cours sûrement. À très bientôt. À bientôt.